Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Et avant de débuter l'émission, toute l'équipe de Canal 10 adresse ses sincères condoléances à Madame Jeannie Marc, maire de la commune de Déhais, en lui souhaitant beaucoup de courage et en lui disant que de toute façon, elle a tout un peuple guadeloupéen dans ces moments difficiles à ses côtés. Max Mathiazin, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous voulez peut-être dire quelques mots à l'endroit de Madame Jeannie Marc? Oui, à l'endroit surtout de Patrice, son fils, qui nous quitte à 48 ans. C'était le garçon le plus gentil que je connaisse, toujours disponible, toujours à l'écoute des autres et surtout avec un esprit familial extraordinaire. Donc c'était un petit cousin, il est mort dans des circonstances dramatiques et j'imagine, enfin de toute façon j'ai été à côté de la famille depuis le premier jour. Par conséquent, je sais aussi que la Guadeloupe est très attentive à cela, très peinée, et c'est toute la Guadeloupe qui est touchée parce que nous perdons un jeune Guadeloupéen en sa personne, un jeune Guadeloupéen entreprenant, intelligent et surtout très attaché à sa famille. Voilà, et donc je pense à sa maman et également à son père et ses frères. Voilà. Toute la famille, de toute façon, tous ceux qui l'ont côtoyé de près et de loin. Exactement. Voilà, donc c'était pour vraiment marquer ce moment particulier vis-à-vis de Madame Jeannie Marc. Max Mathiazin, je précise, vous êtes le député de la 3e circonscription. Et on ira franco sur certaines actualités avant d'entrer vraiment dans la chose politique qui vous concerne. Aujourd'hui, concernant l'eau, il y a un éventuel dénouement. L'État a dû peser de tout son poids sur l'affaire de l'eau en Guadeloupe. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ou ce qui s'est passé ? Ce qui se passe aujourd'hui est difficilement lisible, en tout cas pour le citoyen lambda. Quel que soit, en tout cas moi ce que je dis, quelle que soit la structure, puisque j'ai entendu parler de syndicat unique, et les associations de consommateurs, par contre, disent qu'il ne faut que nous soyons associés à la gestion de l'organisme qui va gérer, qui va produire et distribuer l'eau. Par conséquent, je dis tout simplement que leur cause est juste, que leur demande est tout à fait fondée et qu'il est normal que celui qui paye l'eau, le consommateur, soit associé avec voix. Je l'ai dit hier sur un média, il faut qu'il soit associé à la décision, c'est-à-dire à la possibilité de délibérer dans un organisme, de même que les travailleurs aussi, ceux qui, avec leurs organisations syndicales, soient associés à la gestion de l'eau. Maintenant, je trouve que l'État a pris une décision. Que va-t-il se passer puisqu'aujourd'hui nous voyons l'embarras dans lequel nous sommes, le transfert du personnel du SIAG vers les communautés d'agglomération, vers les EPCI, les 4 communautés d'agglomération que nous connaissons, va entraîner des charges supplémentaires uniquement pour la CNBT qui concerne ma circonscription. Eh bien, c'est, je crois, 50% de charges de personnel en plus. Par conséquent, je pense que nous devons aujourd'hui sortir, mon opinion, c'est que nous avons trop traîné avec cette histoire d'eau. Nous devons, et l'État, puisque j'ai interpellé le ministre des Outre-mer sur la question, il faut mettre toutes choses à plat et que l'État intervienne aujourd'hui pour faire en sorte que les 400 millions d'euros qu'on avait promis sur l'eau soient mis sur la table. Et que pour l'instant, c'est l'État qui recouvre les créances. L'État recouvre les créances, mais pour l'instant, l'État ne fait pas, au-delà du plan de 71 millions d'euros, au-delà du plan de relance où il y a 1,5 milliard pour l'ensemble des Outre-mer, 50 millions d'euros sur l'eau, et qui ne concerne pas seulement la Guadeloupe. Vous voyez que ça représente aujourd'hui Epsilon. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut absolument que l'État prenne ses responsabilités et qu'on aplanisse les choses avec les collectivités territoriales de la Guadeloupe, avec l'État, que nous puissions mettre à plat ce problème de l'eau et que nous puissions dépasser ce problème de savoir qui va payer, qui fait, qui ne fait pas, dans la mesure où mais n'avez-vous pas l'impression quand même que nous sommes en train de piétiner sur cette affaire de l'eau et jusqu'à maintenant? Oui, nous piétinons sur cette affaire de l'eau parce que
les travaux qui auraient dû être faits depuis tantôt n'ont pas été faits, mais il faut parce savoir... Parce qu'il y avait une multinationale qui gérait l'eau. Parce que nous ne pouvons faire sans l'État. Voilà, mais parce qu'il y avait aussi une multinationale qui gérait l'eau, personne ne le dit aujourd'hui. Et que l'argent de l'eau, on a voulu faire porter le chapeau aux élus guadeloupéens, mais on sait très bien que l'argent de l'eau qui aurait dû réparer l'eau, qui aurait dû réinvestir, qui aurait dû prévoir des amortissements, mais qui en a profité? N'est pas resté en Guadeloupe. Mais je viens de dire qu'il y avait... et on a beau jeu d'essayer de faire des procès sur place, mais il y avait une multinationale qui gérait l'eau. Par conséquent, il faut savoir qui gérait l'eau, qui a manqué de vigilance. Mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais si cette multinationale a agi sur le territoire durant des années, c'est avec la caution solidaire de qui? Non, parce que les élus ont manqué, à mon avis, d'éléments techniques pour apprécier. Vous savez, si vous avez un tuyau... Honnêtement, est-ce qu'il n'y en a pas qui en ont profité? Mais je ne pense pas, puisque de toute façon, ils sont en train de faire la chasse aux sorcières et la chasse aux élus aujourd'hui. S'il y avait des élus guadeloupéens qui avaient vraiment profité de la question de l'eau, on a voulu faire payer à Mélus et Hernandez. On s'est aperçu qu'en réalité, on a fait un procès. On s'est aperçu qu'Hernandez, on l'a condamné sur des questions de voyage ou sur des questions de frais d'hôtel, etc. Mais il n'a pas été condamné sur une question de détournement de fonds intrinsèques de l'eau. C'est-à-dire qu'on a additionné des frais qu'il avait engagés, on a dit bon ben il sera condamné. Mais en réalité, la question même de l'argent de l'eau n'était pas dans ce procès-là. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cela. Moi, ce que je dis aujourd'hui, on ne peut pas traîner durant des années cette question de l'eau et puisque l'État a pris la décision de dissoudre le SIAG, il faut que l'État réellement montre que l'État aide les collectivités territoriales pour faire en sorte que les Guadeloupéens aient de l'eau au robinet. Mais justement, si les élus ne se sont pas enrichis avec l'eau, si les élus n'en ont pas profité, pourquoi est-ce que ça coince jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les intérêts particuliers qui font que ça coince jusqu'à aujourd'hui? Mais écoutez, je ne sais pas quels sont les intérêts particuliers qui font que... Il faut que les élus, bien sûr, s'entendent, se mettent ensemble pour cet organisme unique qui n'a pas encore véritablement vu le jour. Et il faut que je viens de le dire, je ne vais pas encore dire l'État, mais qu'on mette les choses à plat et qu'on prenne une décision et qu'on ne laisse pas souffrir une population comme on le fait aujourd'hui. Donc si on se trouve, et dernière question sur cela, si on se trouve dans cette situation, c'est la faute à l'État? Je n'ai pas dit que c'était la faute à l'État, je dis que nous sommes dans une situation et nous n'allons pas rester de manière sempiternelle dans la même situation. Il faut dépasser la situation dans laquelle nous sommes et il faut sortir d'un certain chantage qui consiste à se renvoyer la balle et prendre une décision, se mettre autour d'une table, puisque l'État prend la décision de dissoudre. Et quand l'État prend la décision de dissoudre, il faut que l'État, qu'on dépasse le plan de 71 millions pour véritablement se dire qu'on se met dans une perspective... Qu'on aille vers les 400 millions. Qu'on aille vers les 400 millions, qu'on mette les choses sur la table, qu'on aille vers les 400 millions pour mettre en place un organisme qui sera un organisme unique ou pas unique, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez que moi je ne suis pas fondamentalement pour qu'il y ait un organisme unique. Peut-être qu'il va y avoir un organisme unique, mais je suis pour qu'on laisse la gestion de l'eau aux collectivités territoriales là où ça marche. Par exemple, dans ma commune ADR, on ne manque pas d'eau, je crois qu'à Trois-Rivières, etc. Il faut aussi laisser une certaine latitude aux collectivités, là où la question de l'eau fonctionne. Il faut faire en sorte qu'il y ait peut-être un organisme unique qui s'occupe de l'organisation de l'eau, mais que là où, de l'organisation de l'eau, mais là où ça fonctionne de façon, je ne dirais pas autonome, mais là où ça fonctionne, il ne faut pas défaire. Voilà. Ouais. En tout cas, ce n'est pas ce qui se profile à l'horizon. Max Mathiasin, alors, pour une autre question d'actualité, rapidement, la question de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous êtes un Guadeloupéen, observateur, politique, député. Que pensez-vous de cette situation? Mais je n'ai pas véritablement... Moi, je suis député et ce n'est pas mon rôle d'entrer dans la question de la Chambre de l'artisanat. La Chambre des métiers connaît des soubresauts aujourd'hui. Il y a un président qui a été élu et qui est très porté vers la formation, l'apprentissage, etc. pour la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser cet organisme fonctionner de façon démocratique. C'est tout ce que je peux dire, c'est-à-dire qu'il y a une élection. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des dissensions au sein d'un organisme.
il faut aller vers, s'il y a lieu, aller vers de nouvelles élections, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire que le préfet va prendre une décision qui va consister à mettre sous tutelle, en tout cas administrative, dans le fonctionnement de la Chambre des métiers. Mais la question de la Chambre des métiers, il est difficile pour un député de s'immiscer dans le fonctionnement de la Chambre des métiers, qui est un organisme... dans le fonctionnement, mais vous donnez votre avis sur... Mais mon avis, c'est qu'aujourd'hui, mais je ne connais pas le fond du problème, le fond des dissensions entre eux. Par conséquent, il faut, s'il n'y a pas de majorité, il ne se dégage pas de majorité, habituellement, il y a une élection qui se fait pour se dégager une nouvelle majorité. C'est tout ce que je peux dire. L'élection, c'est l'année prochaine. Donc, pour arriver jusqu'à l'année prochaine, est-ce qu'il faut encore refaire une élection? Il y a eu des présidents successifs. Non, mais je viens de dire tout le bien que je pensais du président actuel. Par conséquent, il y a deux possibilités. J'ai entendu dire que le préfet entend prendre la tutelle de la Chambre des métiers pour garder le président en place. Par conséquent, si on peut aller vers cette solution jusqu'aux prochaines élections, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas le fond du problème entre eux et je n'ai pas envie non plus d'arbitrer dans cette affaire. Ouais. Alors, est-ce que par là même, les artisans ne se trouvent pas dans une situation difficile, mais la Guadeloupe, encore plus difficile que celle voilà, je pense que la Guadeloupe a besoin, les artisans guadeloupéens, l'artisan guadeloupéen a besoin de cet outil pour travailler. Et ce n'est pas en ces temps extrêmement difficiles d'une situation économique que nous connaissons qui post-crise sanitaire, il faudrait que nous puissions trouver le moyen en tout cas les Guadeloupéens trouvent le moyen de mieux s'entendre au niveau de qu'il y ait une trêve pour que nous puissions mieux nous entendre pour travailler et remettre la Guadeloupe en ordre de marche, du point de vue économique. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Je n'en sais rien. On va essayer. Il faut qu'on essaie tous ensemble. Maintenant, parlons des prochaines élections régionales et départementales. Alors, c'est vrai que votre nom circule un peu partout en disant que vous seriez l'homme de la situation. Certains disent que vous pourrez vous retrouver tête de liste et que, bon, vous êtes déjà soutenu par les uns et les autres. Alors, que doit-on retenir de tout cela? Quelle est la vérité dans tout cela? La vérité dans tout cela, c'est que j'ai fait mon travail de parlementaire. Enfin, de toute façon, cela fait très longtemps que je suis dans la vie politique guadeloupéenne. Il y a chez moi une constance. La constance, c'est que j'ai toujours défendu les intérêts du plus grand nombre partout où je me suis trouvé et je n'ai jamais rechigné à la tâche. Donc j'étais là avec les Guadeloupéens. Je sais d'où je viens, puisque je suis issu d'une famille modeste de travailleuses et de travailleurs guadeloupéens, dans une petite commune modeste. Par conséquent, je n'ai jamais perdu la voix. Et le fait que je n'ai jamais perdu ma voix, je sais d'où je viens. J'ai toujours œuvré à côté des Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens. J'ai toujours fait entendre ma voix. Quand j'étais premier secrétaire de la Fédération du Parti socialiste, quand j'étais conseiller général, j'ai pris des responsabilités importantes. Par conséquent, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de Guadeloupéens qui me rencontrent me manifestent leur sympathie. Tout se passe un peu comme au moment où je n'avais aucun poste, j'avais perdu mon poste de conseiller général en 2015. C'était puisque je n'ai pas été réélu conseiller départemental. Mais lorsque je n'avais plus aucun poste, les Guadeloupéens m'abordaient dans tous les endroits, dans tous les lieux de la Guadeloupe où je me déplaçais, en me manifestant leur sympathie. Et cela se passe de la même façon aujourd'hui. Mais d'autres aussi viennent vers moi, puisque beaucoup d'entre eux cherchent une solution. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je serai la tête de liste? Je ne le sais pas encore, de toutes les façons. Par conséquent... Vous avez une petite idée? Ce que je sais, c'est que comme je l'ai toujours fait, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours participé à tous les combats politiques, je dirais, des 20 dernières années en Guadeloupe. On me connaît, donc c'est vrai que beaucoup discutent avec moi. Beaucoup viennent me voir, me demandent leur avis, parce que j'ai peut-être un avis, comme beaucoup de Guadeloupéens, sur la question du fonctionnement de la Guadeloupe. Et on sait que ça ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Par conséquent, nous en discutons, nous nous réunissons souvent. Nous avons un groupe autour duquel nous travaillons pour réfléchir à des propositions que nous pourrions faire. C'est un groupe. Non, je ne parle pas du Paré. Si vous voulez, on peut en parler. Mais c'est un groupe informel qui n'est pas un parti politique
autour duquel, avec des amis politiques, élus ou pas élus, où nous nous réunissons pour réfléchir à la Guadeloupe. C'est notre devoir. Et n'importe qui peut venir travailler avec nous dans ce groupe pour nous faire part de leurs propositions. Alors aujourd'hui, il y a des partis qui se créent, il y a des groupes à droite et à gauche, il y a le paré. Vous remarquerez que moi, je n'ai créé aucun parti jusqu'à présent. Hein? Peut-être parce que vous avez déjà choisi le parti avec lequel vous irez. Non, je n'ai choisi. Je pense que si nous devons avoir une liste régionale, si je dois participer à une liste pour les régionales, ça doit être une liste ouverte, qui ne soit pas une liste intrinsèquement d'un parti politique. Bien sûr, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes politiques d'expérience dans ce groupe. Il faut qu'il y ait des personnes de la société civile, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent porter leur pierre à l'édifice, qui ont un mot à dire pour la Guadeloupe dans une forme de rassemblement. Mais ce n'est pas autour d'un seul parti politique. Aucun parti politique ne peut prétendre aujourd'hui détenir la vérité pour la conduite de l'avenir de la Guadeloupe et dans cette situation et pour ce que la Guadeloupe attend de nous. Ce que la Guadeloupe attend de nous, c'est véritablement un nouveau départ, une nouvelle conception, non pas de la politique, parce que la politique restera toujours la politique, mais une nouvelle conception des apports que nous pouvons faire pour l'avenir de ce pays. Harry Chalus n'a pas été l'homme de la situation. Harry Chalus a été élu, c'est un homme qui a une popularité, certes, et qui bien sûr se démène, mais aujourd'hui, la réflexion qu'il faut mener, c'est nous sommes dans le Covid, nous avons des mesures qui sont prises d'urgence partout. Il y en a qui souffrent énormément, que nous nous oublions. Nous réagissons au coup par coup quand il faut, parce qu'aujourd'hui, celui-ci barre la route, nous réagissons. Demain, un autre dit non. Moi, le travail que nous avons mené, c'est un travail fondamental. Nous avons réfléchi partout, nous les parlementaires, les positions du gouvernement, parce qu'on a l'impression que les mesures qui arrivent comme ça, que ce soit le chômage partiel, que ce soit les différentes aides et le doublement des aides pour les entreprises, le PGE et autres, c'est le fruit de travail parlementaire. Ça ne tombe pas du ciel. C'est voté à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La deuxième chose, c'est que Harry Chalus réagit, l'actuel président de région réagit à sa manière. C'est son style. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est et après, que faisons-nous pour la Guadeloupe? Comment organisons-nous la Guadeloupe? Est-ce que nous pouvons rester dans la même situation? Comment allons-nous organiser les différents secteurs économiques de la Guadeloupe pour arriver à dépasser la situation dans laquelle nous sommes? Et comment mettre l'économie de la Guadeloupe, la société guadeloupéenne en cohérence sans oublier personne? Alors, mettre en cohérence sans oublier personne, Harry Chalus dit n'avoir oublié personne justement et faire en sorte que tout un chacun puisse... Oui, mais les conséquences de la crise sont extrêmement profondes et la démocratie... Il n'a pas les épaules assez solides pour gérer ça. Non, mais moi je ne porterai pas de jugement sur Harry Chalus. Vous me posez des questions sur Harry Chalus, je ne porte pas de jugement sur l'homme ou sur ses épaules. Je dis que nous allons, et il faut des réflexions qui dépassent le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut que nous soyons en mesure de proposer une autre voie, d'autres solutions pour la Guadeloupe, des solutions qui soient en coordination et qui puissent nous permettre d'aller vers une société en développement, dans un développement cohérent. C'est-à-dire quelle agriculture voulons-nous pour la Guadeloupe? Quelle orientation nous allons donner, par exemple, à la société? Alors là, vous avez déjà un discours, un positionnement de quelqu'un qui s'oriente vers... non, j'ai toujours... je n'ai jamais fait de langue de bois. Oui. J'ai toujours porté une réflexion sur la Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis parlementaire, donc j'ai accès à un certain nombre de dossiers, j'ai accès à des propositions, à des projets de loi. Par conséquent, je peux pousser ma réflexion un peu plus loin, mais je ne fais pas une réflexion intellectuelle, je fais une réflexion sur la situation actuelle de mon pays. Alors, y a-t-il une éventualité pour que Victorin Plurel puisse se retrouver à vos côtés dans ce combat des régionales? Je ne sais pas, je n'ai pas rencontré Victorin Plurel sur la question des régionales. Je rencontre Victorin Plurel et nous discutons, nous avons des échanges qui sont des échanges cordiaux. Je dirais, mais nous n'avons pas discuté des élections régionales. Pourtant, ce qui se dit, c'est que vous êtes son candidat. Alors, ça se dit. Alors, peut-être qu'il faut le demander à Victorin Plurel, mais Victorin Plurel ne me l'a pas encore dit. S'il vous apporte son soutien, vous ne direz pas non. Non, mais le problème, c'est que vous agissez comme si moi, j'ai dit que j'étais tête de liste pour les régionales. Alors, si je vous répondais, si j'apporte mon soutien à Victorin Plurel, ça veut dire que, de toutes les façons, c'est un soutien que nous apporterions chacun l'un pour l'autre pour la Guadeloupe. Si Victorin Plurel vous porte non, mais
il y en a d'autres. Je veux dire qu'il y a d'autres élus guadeloupéens et d'autres Guadeloupéens avec lesquels nous allons travailler, approfondir nos réflexions sur un certain nombre de sujets et qui dépendent des compétences, puisque ce sont des élections régionales, mais il y aura aussi les élections départementales. Oui. Par conséquent, nous aurons une grande réflexion sur la manière dont la Guadeloupe pourra accéder, les Guadeloupéens pourront accéder à plus de responsabilités collectives dans une union collective pour la Guadeloupe. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de ces partis qui se créent? Par exemple, vous avez le Paré, vous avez aussi ce parti national Guadeloupe, vous en avez d'autres. Que pensez-vous de tout ça? Le Paré, j'aime bien. Vous aimez bien? Oui, j'aime bien, parce que c'est une réflexion, je crois qu'il se situe, même si aujourd'hui la réflexion n'est pas encore tout à fait aboutie au niveau du Paré, c'est un parti qui se veut jeune et qui se situe dans un contexte, sur une base idéologique écologiste. Et je crois que quand nous sommes sur une île comme la Guadeloupe, mais nous sommes un archipel, des îles fragiles, dans le contexte où nous sommes, notre développement ne peut être qu'un développement qui tienne compte de tout le vivant. C'est-à-dire la terre, ce qu'il y a autour de nous avec ses fragilités, notre faune, notre flore, et tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour sauvegarder ce que nous sommes. Et c'est de la sauvegarde de l'essentiel de ce que nous sommes que nous pourrons prétendre développer, arriver à un développement différent, harmonieux pour le pays. Donc il vous arrive de discuter avec le Paré? Mais je suis déjà allé à 2 réunions. Vous êtes à l'intérieur même du Paré? Je suis déjà allé à 2 réunions du Paré. Je suis prêt à travailler avec le Paré qui me l'a demandé. D'ailleurs, j'ai de très bonnes relations avec le président du Paré, M. Georges Boucard. Enfin, et il ne veut pas s'appeler président lui-même, mais moi je préfère l'appeler président du Paré. C'est un ami de très très longue date avec lequel je discute, et je crois que l'orientation, même si la discussion n'a pas abouti encore sur un certain nombre de sujets, comme le sujet institutionnel ou d'autres, mais ça me plaît beaucoup, 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 parce que je crois que c'est la voie du développement de la Guadeloupe aujourd'hui passe par la préservation du vivant, de ce que nous avons autour de nous, et de la prise de conscience. Dit Éric Jalton? Je ne sais pas si je n'ai pas demandé à Georges Boucard, et je ne crois pas que Éric Jalton soit Georges Boucard ou inversement. Je crois que Georges Boucard, Éric Jalton a son autonomie de pensée, d'action, et son autonomie idéologique. Son positionnement, il est maire des Abîmes, président. Sur ce plateau même, nous a dit que effectivement le parti était porté vraiment par Éric Jalton. Mais c'est ce que dit Georges Boucard, mais moi je n'ai pas encore entendu Éric Jalton sur cette question. Par conséquent, je veux bien croire Georges Boucard puisqu'il collabore étroitement. Mais ce que je dis, c'est que la position qui est la mienne ne dépend ni de celle d'Éric Jalton, ni de celle de Georges Boucard. Et je suis un parlementaire qui veut conduire la réflexion pour la Guadeloupe. Je dis que le Paré, ça me plaît bien. Et quand je dis que ça me plaît bien, c'est pas parce que c'est une mode, l'écologie est une mode, c'est parce que nous pouvons aller au plus profond de la position que l'on appelle aujourd'hui écologique. Parce que je vous rappelle que j'ai été le premier directeur régional de l'environnement et du tourisme de la Guadeloupe à l'époque de Félix Proto. Parce que donc la tradition ou le développement avec M. Benito Espinal notamment, donc le développement de la question écologique est une vieille, très ancienne préoccupation pour moi. Aujourd'hui, l'homme fort de la Guadeloupe, c'est Éric Jalton. Je ne sais pas si l'homme fort, moi je ne raisonne pas en termes d'homme fort. Politiquement, vous savez, quand moi j'ai été élu député, personne ne disait que Max Mathias était l'homme fort de la circonscription. Il y avait 23 candidats dans la circonscription, je n'étais plus conseiller départemental, sauf que l'homme fort de la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes, que trop souvent les hommes politiques ignorent. Parfois, ils ont besoin de nous à côté d'eux. Et souvent, je suis à côté d'eux. Donc, il n'y a pas d'homme fort providentiel. Il y a des hommes forts en termes de voix. Mais la seule voix qui compte, la seule voix qui prévaut et la seule voix qui nous est montrée, qui sera tracée, c'est la voix de la population. Parce que nous sommes des locataires, je dirais, de cette terre. Et par conséquent, tant qu'il y aura la démocratie, tant que le peuple pourra s'exprimer, la seule voix forte sera la voix de la population. Cependant, je ne nie pas le fait que Éric Jalton est maire des Abîmes, président de Cap Excellence, la plus grosse commune de la Guadeloupe. Par conséquent, il est brillamment élu. Oui, brillamment élu, que j'ai soutenu d'ailleurs et qui aura son mot à dire.
pour toute consultation, je dirais, régionale pour la Guadeloupe. Donc, c'est lui qui tire les ficelles. Non, Éric Jalton n'est pas un manipulateur. Non, quand je dis tire les ficelles, c'est non, lui qui il ne tire pas les ficelles. Nous ne sommes pas les Guadeloupéens. Non, les Guadeloupéens ne sont pas des marionnettes. Éric Jalton a trop de respect pour la population guadeloupéenne pour que nous puissions penser un seul instant qu'il est en position de tirer les ficelles. Sauf que il va, comme il a dit lui-même, je l'ai entendu, qu'il va donner sa position le moment venu sur la question des consultations régionales. Et en plus, il a une préoccupation. Je crois qu'il y a 6 conseillers départementaux qui viennent des abîmes. Donc, il aura fort à faire pour départager les uns et les autres en termes de candidature chez lui. Maintenant, parlons de Guy Losbar, puisque ce qui se dit aussi, c'est qu'il se positionnerait peut-être sur ces élections régionales. Guadeloupe Unie, Socialisme et Solidaire, aujourd'hui, c'est le parti qui brille. Le parti qui brille, je ne sais pas. J'ai assisté à des élections municipales où un certain nombre de maires qui ont été soutenus par Guadeloupe Unie ont été, parce qu'il y a eu un bouleversement, donc de nouveaux maires ont fait leur apparition. Certains se réclament de Guadeloupe Unie, d'autres ne se réclament pas de Guadeloupe Unie. Mais comme je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a pas de parti fort en Guadeloupe, ancré idéologiquement. Tous les débats sont devant nous. J'entends par exemple Guadeloupe Unie dire nous sommes pour l'autonomie. Quelle autonomie? Nous avons participé à 2 congrès, par exemple, aux 2 derniers congrès. J'ai vu à un congrès les Guadeloupéens, les élus guadeloupéens, conseillers généraux et régionaux, dire nous sommes pour l'autonomie fiscale, ils veulent prendre la fiscalité et l'emploi. Je leur ai dit, moi je n'ai pas le droit, et c'est dommage parce qu'un élu, un parlementaire qui va voter la loi à l'Assemblée, n'a pas le droit de vote au congrès des élus départementaux et régionaux. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas réfléchi. Vous dites que vous voulez la fiscalité, mais ça veut dire que si vous prenez la fiscalité, l'État se retire, donc vous serez obligé de voter des impôts sur votre peuple. Si vous prenez l'emploi, vous devez indemniser le chômage. Donc, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec une augmentation exponentielle du chômage avec le Covid. Des entreprises qui ferment. Par conséquent, je vais vous dire tout simplement que, personnellement, je préfère réfléchir à de nouvelles voies pour la Guadeloupe, à notre autonomie énergétique, à l'agriculture biologique, etc. Et moi, je laisse Guadeloupe Unie à ses réflexions. Alors, dernière question. Guadeloupe Unie, d'accord à ses réflexions. Henri Chalus, Guy Losbar, ensemble pour ces prochaines élections régionales, imbattables? Je n'en sais rien, personne n'est imbattable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne serai pas du côté d'Henri Chalus et de Guy Losbar. Je serai de notre côté. Soit je ne serai pas dans le débat, mais comme il est impensable que je ne le sois pas, je serai de notre côté, donc du côté de ceux qui veulent se projeter une nouvelle Guadeloupe, avec nos potentialités, avec cette jeunesse guadeloupéenne, avec ceux qui attendent de nous, avec ceux qui aujourd'hui se désespèrent, avec les chefs d'entreprise qui sont obligés de fermer, avec ceux qui ont perdu leurs emplois aujourd'hui, avec ceux qui sont obligés de déposer bilan bientôt, parce que la reprise économique n'est pas là, et parce que de toute façon, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment sur les aides que nous porterons la République. Merci à vous Max Mathiasin d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc vendredi pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.